Chapitre 6. Monsieur Pau plissa le front, s'assit à la table, sortit son mouchoir et répéta « Faux en écriture ?» Les enfants lui avaient montré la grande Bible pulvérisée dans la bibliothèque sibérienne. Ils lui avaient montré le billet trouvé sur la porte. Il lui avait montré la carte de visite avec sa grosse faute de grammaire. « Faux en écriture ?» répéta-t-il sévère. « C'est un délit gravissime. » « Mais moins grave qu'un meurtre, dit Klaus. Et le capitaine Cham a commis les deux. Il a assassiné tante Agrippine et fabriqué de toutes pièces une fausse lettre d'adieu. » Monsieur Pau ne comprenait pas. Mais pourquoi diantre ce capitaine Cham se donnerait-il tant de mal pour vous prendre sous son aile ? On vous l'a dit, répondit Violette, muselant son impatience. Le capitaine Cham, en réalité, c'est le comte Olaf déguisé. Voilà de sérieuses accusations, dit Monsieur Pau d'un ton ferme. Je suis bien conscient que vous êtes passé par de terribles épreuves, mais j'espère que vous ne laissez pas votre imagination s'emballer. Souvenez-vous du temps où vous viviez avec votre oncle Monty. Déjà, vous vous étiez mis en tête que son assistant, Stefano, était le comte Olaf déguisé. « Mais c'était le comte Olaf déguisé !» se récria Klaus, outré. « Là n'est pas la question. Ce que je voulais rappeler, c'est qu'il faut se méfier des conclusions hâtives. Si vous croyez vraiment que cette lettre est un faux, pas d'accusation gratuite. Lançons plutôt une enquête. Quelque part dans cette maison, il doit bien y avoir un écrit tracé de la main de votre tante. Trouvons-le et comparons les écritures afin de voir si elles sont identiques. »« Nom d'une pipe !» s'écria Klaus. « On n'y avait pas pensé. » Monsieur Pau sourit. « Vous voyez, vous êtes des enfants surdoués, mais même les esprits supérieurs ont parfois besoin d'un banquier. Bon, et maintenant, où trouver un échantillon de l'écriture de votre tante ? » « À la cuisine !» se souvient Violette. « Sa liste de courses. Elle l'y a laissée quand on est entré du marché. » Rentrée. « I !» lança Prunille, ce qui signifiait clairement « Allons la chercher. » La cuisine de tante Agrippine était petite et monacale. Un drap blanc recouvrait le fourneau, par mesure de sécurité, avait expliqué tante Agrippine lors de sa visite guidée. Il y avait un plan de travail sur lequel préparer ses soupes froides, un frigo dans lequel conserver ses soupes froides, et un évier, dans lequel faire disparaître ses soupes froides quand personne n'en voulait plus. Sur le plan de travail traînait un petit papier, la liste de courses de tante Agrippine. Violette s'en saisit, Monsieur Pau alluma la lampe, et Violette plaça côte à côte la liste d'emplettes et le billet pour voir en quoi les écritures différaient. L'art d'analyser les écritures est avant tout affaire d'experts. Ces experts se nomment graphologues et ils ont suivi des cours de graphologie, potassé des traités de graphologie, effectué des travaux pratiques en graphologie, passé des examens de graphologie afin d'obtenir leur diplôme de graphologie. Dans la situation présente, le recours à un graphologue aurait pu sembler nécessaire, mais il est des circonstances où l'on peut se passer d'experts. Par exemple, si votre voisine se tourmente parce que son hamster ne pond pas, nul besoin d'un vétérinaire pour la rassurer pleinement. En règle générale, les hamsters ne pondent pas. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Oui, certaines questions sont si simples que le premier venu est capable d'y répondre. En tout cas, Monsieur Pau et les enfants Baudelaire n'eurent pas à examiner longuement celle-ci. Le billet d'adieu et la liste de courses sont-ils de la même écriture ? Et la réponse était oui. Là où tante Agrippine avait écrit vinaigre sur sa liste, les branches du V s'ornaient des mêmes volutes que le V de Violette sur la lettre. Là où elle avait écrit concombre, le C majuscule se tortillait comme un verre de vase et le même tortillon se retrouvait dans le C de chair. Là où elle avait écrit citron, le point sur le I était un petit ballon de rugby et le même petit ballon flottait sur le I de vie et sur celui d'insupportable. Indéniablement, la liste de courses et le billet d'adieu étaient écrits de la même main, la main de tante Agrippine. « Pas de doute possible, » conclut Monsieur Pau. « Ces deux écrits sont bien de votre tante. »« Mais, » commença Violette, « il n'y a pas de mais. Voyez ces V à volutes. Voyez ces C qui se tortillent, ces points sur les I en forme de petits œufs. Je ne suis pas graphologue, mais je peux affirmer, sans hésiter, qu'ils ont été tracés par la même personne. » « C'est vrai, » reconnut Klaus à regret. « Le capitaine Cham y est pour quelque chose, j'en jurerais. Mais c'est bien tante Agrippine qui a écrit la lettre. »
Et cela, déclara M. Poe, en fait un document légal. C'est-à-dire, s'alarma Violette, on va être obligé d'aller vivre chez le capitaine Cham? J'en ai bien peur. Ce genre de document a valeur de testament. Le défunt y exprime ses dernières volontés, et les dernières volontés doivent être respectées. C'est la loi. Vous étiez sous la tutelle de votre tante Agrippine, elle était donc parfaitement en droit de vous remettre en d'autres mains avant de sauter par la fenêtre. C'est fort choquant, j'en conviens, mais c'est ce qu'il y a de plus légal. Vivre avec lui? Jamais, promit Klaus farouche. Il n'y a pas pire que lui sur Terre. Il va faire quelque chose d'horrible, c'est sûr, dit Violette. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est nos sous. Ouf! Cria Prunille, ce qui signifiait clairement « Oh non, par pitié, ne nous envoyez pas chez cet être abject. » Je sais bien, reprit M. Poe, vous n'avez pas ce capitaine Cham en haute estime. Malheureusement, je n'y peux pas grand-chose. La loi est la loi. Et, de par la loi, c'est lui votre nouveau tuteur. On s'échappera, prévint Klaus. Certainement pas, répliqua M. Poe sévère. Vos parents m'ont confié le soin de veiller à vous remettre légalement en de bonnes mains. Vous ne voudriez tout de même pas agir à l'encontre des vœux de vos parents. Bien sûr que non, dit Violette, mais justement, en ce cas, soyez gentils. Ne compliquez pas les choses. Songez à ce que dirait votre chère mère ou votre pauvre père, s'ils savaient que vous menacez de fuguer au lieu de rester sagement chez votre tuteur légal. En vérité, bien évidemment, les parents Baudelaire auraient été horrifiés d'imaginer leurs enfants aux mains d'un capitaine Cham. Mais les enfants n'eurent pas le temps d'opposer cet argument à M. Poe, car déjà il enchaînait. Bien, maintenant le plus simple est d'aller voir le capitaine Cham, afin de régler les détails pratiques. Je lui passe un coup de fil immédiatement. Où avez-vous dit qu'était sa carte de visite? Sur la table de la salle à manger, répondit Klaus, le front sombre. Sitôt M. Poe ressortit, les enfants se penchèrent de nouveau sur la liste de courses et le billet d'adieu. Je n'arrive pas à y croire, dit Violette. J'aurais pourtant juré que nous étions sur la bonne piste avec cette idée de faux en écriture. Moi aussi, dit Klaus. Surtout que le capitaine Cham est là-dessous, j'en suis sûr. Un de ses coups tordus, un de plus. Mais encore plus tordu que d'habitude. Oui, dit Violette. Il va falloir jouer encore plus serré. Il faut absolument convaincre M. Poe avant qu'il ne soit trop tard. On va peut-être avoir un peu de marge, suggéra Klaus plein d'espoir. M. Poe a parlé de détails à régler. Ça pourrait prendre un certain temps. Là, à l'instant même, M. Poe réapparut. Voilà. Je viens d'avoir le capitaine Cham au téléphone. Il a été très choqué d'apprendre le décès de votre tante, mais il est fou de joie à l'idée de vous élever. Nous avons rendez-vous avec lui, d'ici une demi-heure, dans un restaurant de la ville. Et après déjeuner, nous réglerons les détails de votre adoption. Dès ce soir, vous devriez pouvoir vous installer chez lui. Ce genre d'affaire à mener rondement, à mon avis. Ce sera moins stressant pour vous. Violette et Prunille, muettes d'horreur, ouvrirent de grands yeux sur M. Poe. Klaus resta muet aussi, mais il avait les yeux ailleurs, sur le billet de tante Agrippine. Très absorbé derrière ses lunettes rondes, il fixait ce billet en battre d'un cil. M. Poe tira son mouchoir blanc de sa poche et toussa dedans, avec componction, mot compliqué qui signifie qu'il fit la chose solennellement en prenant tout son temps. Aucun des enfants ne soufflait mot. « Parfait, » conclut M. Poe. « J'appelle un taxi. Inutile de redescendre à pied ce raidillon interminable. Donnez-vous un coup de peigne, vous autres, et mettez vos manteaux. Surtout, le vent souffle fort ce matin et il n'a rien de chaud. Nous aurions une tempête bientôt que ça ne m'étonnerait pas. » Il repartit vers le téléphone et les enfants gagnèrent leur chambre, traînant des pieds. Mais au lieu de se donner un coup de peigne, Violette se tourna vers Klaus. « Alors, dit-elle. « Alors quoi ?»« Il n'y a pas de quoi. Tu es sur une piste. Voilà quoi. Je le sais. J'ai vu la tête que tu faisais à l'instant en relisant le billet de tante Agrippine. Bon, d'accord. C'était la 50e fois que tu le lisais. Mais tu avais la tête de quelqu'un qui vient de faire une découverte. Alors dis-le. C'est quoi ? Je n'en suis pas sûre à 100%, répondit Klaus, parcourant ce billet pour la 51e fois. J'ai peut-être commencé à découvrir un truc qui pourrait nous aider. L'ennui, c'est qu'il me faudrait du temps. Du temps. Tu crois qu'on en a du temps ? On descend en ville à l'instant déjeuner avec le capitaine Cham. Si le temps nous manque, dit Klaus résolu,
Il faut en inventer. Les enfants, appela Monsieur Pau depuis l'entrée. Notre taxi sera là dans 1 minute. Enfilez vos manteaux et venez. Avec un soupir exaspéré, Violette ouvrit la penderie et sortit les 3 manteaux. Elle tendit le sien à Klaus et grogna tout en boutonnant Prunille jusqu'au cou. Inventer du temps? Et tu fais ça comment? C'est toi l'inventrice, répondit son frère en remontant son col. Oh, eh bien, désolé, le temps ça ne s'invente pas. On peut inventer des objets, des tas d'objets et les bricoler. Une souffleuse, de bulles, de chewing-gum, un lave-lunettes à vapeur. Mais pour inventer du temps, Bernique... Elle était tellement certaine de ne pas pouvoir en inventer qu'elle ne noua même pas ses cheveux pour se dégager les yeux. Avec un haussement d'épaule, elle enfila son manteau. Mais entre le 2e et le 3e bouton, une idée lui vint soudain. Nouer ses cheveux, pas la peine. La solution, elle l'avait en poche.